Camuré, vous l'avez vu, c'est ce grand marché où on a l'impression d'être dans une des rues de Bamako, de Yaoundé ou de Douala. Et bien entendu, c'est aussi la culture africaine, via ces écrivains que nous allons rencontrer. Hein, parce que nous sommes avec Julien Fortin, je vous le présente, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et puis vous publiez Lukanga Mukara, Voyage d'études dans les profondeurs de l'Allemagne. Vous pouvez nous dire un peu c'est quoi ce titre? Parce que quand je vois Lukanga Mukara, c'est un nom de... C'est un petit peu compliqué parce que c'est un nom imaginaire, mais c'est un nom qui pourrait être du Rwanda. Voilà. À la base, Lukanga Mukara, Voyage d'études dans les profondeurs de l'Allemagne, c'est un livre d'un auteur allemand qui s'appelle Hans Pache, qui a été écrit en 1913 et qui a été plagié en 1922 par un deuxième auteur qui s'appelle Erich Scheuermann. Et ce livre, c'est la traduction du livre original qui n'avait jamais été traduit dans aucune langue à part l'allemand. Et le livre, c'est la publication de cette traduction, mais aussi une étude sur cet auteur, qui a eu une vie assez extraordinaire, puisqu'il est passé de soldat dans l'armée coloniale allemande à militant pacifiste, de chasseur de gros gibier à militant végétarien, de fils du président du Parlement allemand à anarcho-libéral, etc., etc. Et le livre parle du voyage d'études imaginaire d'un chercheur africain qui part en Europe étudier les sauvages en Allemagne. Voilà. Et alors, ça, transposé dans le contexte socio-historique de 1913, c'est d'une modernité assez mordante. Voilà. C'est un livre qui est assez drôle, et donc c'est une traduction. Donc moi, j'ai réalisé la traduction du livre, mais la toute première partie du livre, c'est la présentation de cet auteur, sa biographie, et la mise en contexte d'idées modernes, mais de 1913. Voilà. Peut-être une idée moderne justement de 1913 que vous pouvez nous confier, qu'est-ce qui a été traduit éventuellement? Par exemple, le relativisme culturel qui consiste à penser que les sociétés africaines sont des sociétés qui ont une culture en propre et qui n'ont pas besoin d'être civilisées par l'homme blanc. Alors, à l'heure actuelle, ça nous fait rire. En 1913, c'est une idée qui est extrêmement moderne. Voilà. Plus l'écologie également, c'est-à-dire que c'est un militant écologiste avant l'heure qui prône une démondialisation économique, et ce, encore une fois, en 1913. Il m'a l'air très intéressant ce livre, je vous le conseille, hein. N'hésitez pas, on peut le retrouver sur les éditions Magellan, c'est ça, Magellan et compagnie, donc on peut le retrouver facilement sur Internet, pour ceux qui ou alors peut-être dans la version originale, je ne sais pas, en Allemagne. Et aussi les chroniques du Gabon. Alors, quand je vois les chroniques du Gabon, j'ai envie de me dire qu'il y a un peu de Gabon en vous. Il y a un peu de Gabon en vue, effectivement, oui. En fait, ça, c'est un recueil d'instantanés, si on veut, c'est un recueil de Polaroid qui est issu d'un séjour que j'ai fait au Gabon, donc à Lambaréné, où je travaillais à l'hôpital du docteur Schweitzer, voilà, où j'avais suivi ma compagne qui travaillait sur une étude sur le palu, sur la malaria. C'est un voyage que je n'avais pas choisi, donc, puisque j'ai suivi ma compagne, mais que je n'ai pas subi non plus, parce que j'étais ravi d'aller découvrir le Gabon. Et ça n'est pas une étude du Gabon, parce que je n'ai absolument pas la prétention d'être capable de faire une étude du Gabon ou d'analyser le Gabon. C'est uniquement le compte-rendu d'une expérience personnelle dans toute sa pluralité. C'est-à-dire que cela explique aussi le format sous forme de chronique, parce que pour moi, un voyage, c'est d'abord une collection d'expériences et d'anecdotes personnelles. Et en fait, on construit à partir de ces anecdotes un patchwork personnel qui nous permet d'appréhender la culture d'un nouveau pays, mais surtout notre relation à cette culture et qui nous tend un miroir. Mais c'est un patchwork. Donc le format du livre est un format de patchwork qui finalement est réglé sur plusieurs thématiques, une étant le travail à l'hôpital évidemment. J'ai aussi eu la chance de me lier d'amitié avec un sorcier sur place et de passer énormément de temps à faire des cérémonies d'exorcisme, des initiations à l'iboga, ce genre de choses. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Et puis finalement, voilà, une collection d'instantanéité sur tout ce qui m'a interpellé pendant mon séjour au Gabon. Il y a beaucoup de choses qui m'interpellent puisque je suis arrivé avec une... C'est mon premier séjour en Afrique. Donc tout ce que j'avais dans les poches en arrivant, c'était des clichés. Mais les clichés qui sont ceux de la culture dans laquelle j'ai grandi. Mais j'en suis très reconnaissant parce que les clichés ont été un moteur pour moi pour partir. J'imaginais l'Afrique comme un continent, libre et sauvage, des animaux, enfin absolument n'importe quoi. Mais c'est pas grave, parce que ces clichés-là m'ont donné envie de partir à la rencontre d'autres choses, de l'Afrique. L'Afrique c'est trop grand, mais du Gabon en tout cas, voilà. Et j'ai rencontré des choses que je ne soupçonnais pas et j'ai fait de très belles rencontres. Et voilà, ce sont ces clichés-là qui m'ont amené cette expérience, qui m'ont amené cette opportunité, j'en suis reconnaissant. Voilà. Alors,
En parlant justement de patchwork, je suis tombée par hasard sur l'ambassadrice et l'hippopotame. Qu'est-ce que c'est? Deux, trois phrases. L'ambassadrice et l'hippopotame, je travaillais donc à l'hôpital du Dr Schweitzer où tous les médecins étaient allemands. Et où tous les médecins étaient très occupés toute la journée. Et un jour, l'ambassadrice d'Allemagne nous rend visite à l'hôpital et il fallait absolument lui faire un tour, mais tous les médecins étaient occupés. Donc, comme j'étais moi avec une Allemande à cette époque, on m'a fait passer pour un Allemand et j'ai dû guider l'ambassadrice en pirogue sur l'Ogooué. Et c'était pas du tout la saison où on voit vraiment les hippopotames. Il y a un hippopotame qui est sorti, il y a eu une espèce de dialogue silencieux entre l'ambassadrice d'Allemagne et l'hippopotame, et la situation était complètement ubuesque dans la mesure où l'ambassadrice regardait l'hippopotame regardait l'ambassadrice, moi je me faisais passer pour un Allemand, et on était au milieu du fleuve Ogooué dans une pirogue. Donc c'est un de ces instantanés, un de ces polaroïdes qui n'a aucun sens, et qui pourtant donne un sens au voyage. Tout à fait. Donc vous avez bien aimé votre voyage, si je comprends bien, et vous retournez au Gabon bientôt ou Pour l'instant, il se trouve que j'ai posé mes bagages en Inde, où je vis depuis 7 ans. Je suis tombé amoureux d'un autre pays pour le moment. Je suis infidèle au Gabon, j'ai bien peur de le dire, mais j'aimerais beaucoup y retourner, oui. Merci beaucoup Julien Fertin. On peut retrouver votre actualité rapidement sur Internet. Vous avez un site, vous avez quelque chose? Sur le site des éditions Magellan et compagnie ou sur Amazon. Très bien. Merci à vous. Et puis bon festival. Merci. L'homme du Sahel. Je ne sais pas si c'est vous l'homme du Sahel, Roger Bouchot, mais vous êtes bien l'auteur de ce livre qui est publié aux éditions L'Harmattan. C'est un roman historique dans l'histoire de l'incroyable voyage d'Anselme Dizalguet au cœur de l'Afrique mystérieuse. Bonjour Roger Bouchot. Bonjour, je suis originaire du sud-ouest, mais j'ai vécu longtemps en région parisienne dû mon accent et je vis actuellement dans le nord de la France, à Valenciennes pour être précis. Très bien, donc vous publiez L'homme du Sahel aux éditions L'Harmattan. C'est votre premier roman ou alors pas du tout? C'est le premier, oui, moi j'écrivais depuis bien longtemps avant, mais comme je trouvais que mes écrits n'étaient pas assez, n'avaient pas suffisamment de qualité littéraire, bon, je m'en suis séparé, voilà. Et il y en a certains, je regrette de les avoir détruits. Ah, mince. Comme quoi, il ne faut jamais laisser ses œuvres au hasard. Donc vous avez ce magnifique roman historique qui raconte l'homme du Sahel. Comment est venue l'idée d'écrire ce roman? Bien écoutez, ça remonte à mon adolescence où j'ai appris l'existence de cette personne qui a vécu dans la région de Toulouse d'ailleurs et qui a passé toute sa jeunesse donc à Castelnau d'Estrefond et qui, pour des raisons familiales, s'est trouvé obligé de s'exiler puisque à l'époque, dans les familles nobles françaises, quelles qu'elles soient, l'héritier naturel des biens de la famille était dévolu donc à l'aîné de la famille. Donc lui n'étant pas l'aîné, il s'est senti obligé de partir un petit peu à l'aventure. Voilà, et donc c'était vraisemblablement pas dans son idée d'aller découvrir l'Afrique. Je pense, c'est là où on change, enfin on ignore un petit peu ce qui se passe, parce qu'il n'y a absolument aucun texte historique qui puisse permettre de le situer, quoi. D'accord, de bien le situer et tout. Donc ce sont en 1402, Anselme Dizalguet, un jeune noblio toulousain qui part à l'aventure en laissant derrière lui sa famille et son pays, justement parce que le poids peut-être de la famille et puis de cette cause noble. Et au cours de son voyage, il y a pas mal de péripéties. Mais vous vous êtes inspiré de faits relatés quand même? Certains faits sont relatés, bon, il y en a d'autres où j'ai laissé parler mon imagination. Bon, mon but, c'était pas d'écrire une histoire purement vraie, c'est-à-dire de donner seulement une seule vérité, c'est que c'était vraiment le premier Français qui est pénétré dans la ville de Tombouctou, avant René Caillé, puisque René Caillé est considéré qui est vendéen et que je respecte, mais qui est considéré comme le premier ayant mis les pieds dans Tombouctou. Donc, apparemment, c'était donc Anselme Dizalguet qui était réellement le premier à pénétrer la ville. Voilà, donc j'ai voulu rétablir un peu de justice, c'est-à-dire de faire d'un illustre inconnu, lui redonner un petit peu une vie par rapport à son nom, quoi.
En tout cas, dès qu'on commence les premières lignes de ce résumé, on voyage, on est parti dans pas mal de choses, tempête, attaque de pirates, voilà, les côtes de l'Afrique, voilà, on a envie de s'y plonger. J'ose espérer que la lecture l'est autant, aussi passionnante. Je ne l'ai pas lu, hein, c'est pour cette raison que je le dis de cette manière, mais je conseille et recommande quand même L'Homme du Sahel de Roger Bouchot. Vous pouvez le retrouver dans les éditions L'Harmattan, chez L'Harmattan. Donc très facile à retrouver, j'imagine, parce que L'Harmattan... On le retrouve à la FNAC, on le retrouve au Furet du Nord pour les gens du Nord. On le retrouve également donc, au centre, à l'espace culturel du centre Leclerc. Enfin, Oui, bref. voilà, oui, partout, dans les bonnes librairies. Est-ce que vous êtes en train de plancher sur un nouveau roman ou pas encore? Oui, eh bien, écoutez, il y en a un actuellement qui est en attente d'édition. C'est totalement autre chose. C'est donc sur la résistance française pendant l'occupation allemande. Donc, actuellement, il est diffusé sur Internet dans la collection d'Amazon. Donc, le prix n'a rien à voir avec le prix d'un livre papier. Et il y a une très grande différence de prix entre les deux. Ah ben oui, parce que le papier coûte cher, n'est-ce pas? Quand même. Enfin, sans avoir comment bénéficier d'une publicité, il commence à partir. Donc il est disponible sur l'Amazon. Le site de l'Amazon, c'est en édition numérique. En édition numérique, L'Homme du Sahel est également disponible, mais à un prix largement supérieur à celui de mon deuxième roman. Très bien, nickel. Donc retrouvez les deux livres de Roger Bouchot en ligne sur le site des éditions L'Harmattan et aussi sur le site de l'Amazon. Merci de cet entretien et puis très bon festival. C'est moi qui vous remercie. Du rêve au cauchemar de Nestor Dei Tiemoko. Tout à l'heure, je me posais la question, pourquoi pas l'inverse? Du cauchemar au rêve, par exemple, pour mieux terminer cette nuit. Bonjour Nestor. Bonjour. Alors Nestor, vous êtes un écrivain. Vous êtes de quelle origine d'abord? Ivoirienne, Côte d'Ivoire. Donc vous êtes un écrivain d'origine de la Côte d'Ivoire et vous publiez aux éditions Chirographaire Du rêve au cauchemar. Est-ce que c'est un roman de société, hein? Oui, c'est un roman de société, oui. Donc c'est votre premier ouvrage? C'est un premier ouvrage qui inspire déjà un deuxième. Qui inspire déjà un deuxième. En regardant le résumé de cet ouvrage, j'ai envie de me demander si c'est quelque chose d'autobiographique qui vous a inspiré ou alors quelque chose de proche à vous. Oui, quelque chose d'autobiographique qui a inspiré, en même temps pour rendre hommage à ces victimes pour lesquelles cet ouvrage a inspiré l'écriture. D'accord. Alors il faut dire que nous parlons ici d'immigration. Des migrants qui viennent chercher un meilleur ailleurs que chez eux, et notamment en Europe. Alors, quelques mots sur ce rêve qui vire au cauchemar? Voilà, vous savez, cet ouvrage, c'est d'abord le rêve d'enfant qui s'est réalisé aujourd'hui. Quand je me vois parmi l'homme blanc, c'est un rêve effectivement qui s'est réalisé. Donc quand j'étais dans mon village d'enfance, j'avais découvert l'homme blanc qui venait en tourisme. Et j'avais voulu aller connaître l'origine de cette créature blanche. Et la situation sociopolitique des parents va faire que je ne pourrais pas avoir cette opportunité-là de prendre un avion. Donc voilà, je vais prendre le bateau dans lequel il va y avoir des morts. Donc voilà, c'est une histoire dramatique, misérable, qui après, après avoir traversé avec des morts dans le bateau, je vais être un survivant. Et donc voilà, je vais être inspiré par ça pour écrire cet ouvrage. Ah oui, c'est carrément, ça donne froid dans le dos parce que justement, en prenant ce tel risque avec un bateau pour venir traverser un océan, on peut laisser sa vie. On risque vraiment sa vie parce que quand on se dit avant de prendre le bateau qu'on est parti pour 2 jours et que c'est le contraire, on est parti pour 15 jours. Vous savez, la suite, déjà, c'est la misère du corps, c'est la faim, la soif, le désespoir. Donc le rêve d'enfant bascule toujours au cauchemar. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans ce dilemme, on discute avec la mort qui veut nous prendre, mais le corps va résister pour pouvoir
aller jusqu'au bout. Et justement, quand vous arrivez aux portes de l'Europe, ce n'est toujours pas fini. Vous avez l'impression que là, ça y est, je suis enfin arrivé, ma galère s'arrête là, et bien non. Non, quand on arrive, ce qui va encore inspirer l'autre écriture, quand on arrive, on est confronté toujours à la société occidentale qui nous transforme ce que nous étions, l'identité que nous étions. On va rester sans identité et du coup, on a coutume d'appeler le noir, le travail au noir, clandestin, immigré. Donc tout de suite, on va avoir une autre culture de la réalité qu'on avait. Et est-ce que finalement, donc on est parti du rêve, on arrive, c'est un cauchemar finalement, parce qu'on se dit, on rêve d'un meilleur, mais finalement, c'est pas si mieux que ça. Après, quand on arrive à toutes ces difficultés, qu'est-ce qui nous reste? Ce qui nous reste, c'est de dire si je savais. Mais quand on dit si je savais, on est déjà dedans, on ne peut plus reculer. Donc ce conseil, quand on a l'habitude de le donner, d'autres ont tendance à dire non, mais on ira quand même là où vous êtes. Or, le cauchemar est là. Le rêve n'est plus ce qu'on pensait. Donc on va commencer à affronter la société pour pouvoir se déshabiller de ce qu'on te reproche de l'immigré clandestin. Se déshabiller de ça, c'est quoi? C'est avoir une identité légale. Et comment on l'obtient, cette identité légale? Pour l'obtenir, puisqu'il y a un ouvrage qui doit sortir, il sera dans le... Voilà. Ça mène vers la suite qui va peut-être être le fin du cauchemar et le début d'un nouveau rêve. Voilà, j'ai déjà même un titre que je travaille dessus qui est l'Eldorado. Ici, c'est pas vrai. C'est pas faux. Donc c'est aussi un livre, si je comprends bien, qui donne un conseil à ces jeunes qui veulent partir de chez eux. Je veux dire que c'est un ouvrage qui rend hommage à ces victimes de l'immigration clandestine. Vous voyez, dans le livre, il y a une partie qui dans le bateau, un de nous est en train de mourir et il va nous laisser le message, dites à ma mère que je ne vis plus et qu'elle me rende hommage. Et donc c'est un ouvrage, aujourd'hui nous sommes à près de 20 000 morts suite à l'immigration clandestine. Donc quel est l'hommage qu'on leur rend? Donc aujourd'hui c'est une recherche d'une journée internationale des victimes de l'immigration clandestine. Il y a une journée qui est le 13, je pense le 13 décembre, mais qui est limitée seulement par la journée des migrants, dans lequel je ne vois pas les victimes. Donc c'est rendre hommage à ces victimes aujourd'hui. C'est un combat que je me lance. Je vais voir si je vais arriver au bout. C'est bien, il faut avoir des combats pour toujours continuer de se sentir vivant. Donc nous allons vous conseiller de profiter de le roman de société, du rêve au cauchemar, qui est un petit peu autobiographie parce que l'auteur s'est inspiré un peu de son expérience personnelle et puis de celle de ses compagnons, on va dire, de voyage. Et il y a une suite, vous pouvez retrouver aux éditions Chirographaire sur edchiro.fr. Ou à la FINAC, il y a Cultura, j'ai profité pour lancer l'info, j'ai une vingtaine de dédicaces avec tous les cultures de France qui sont partenaires pour la promotion. Donc voilà, j'ai des dates qui vont ressortir très bientôt pour les dédicaces au nord, à Lille, un peu partout en France. Ouais. Excellent, donc si on va sur le site de Cultura, on peut avoir l'agenda? Oui, si vous allez sur le site de Cultura, si l'agenda a été mis en jour, vous verrez voilà, sur Edchiro ou à la FINAC que je conseille le plus beaucoup. Ben nickel, c'est quelque chose de très intéressant. L'histoire de l'immigré est immense et je pense aussi les souffrances, bien sûr. Donc pourquoi pas une journée de l'immigré pour lui rendre hommage à ces immigrés qui meurent en route et qui ont du mal à s'en sortir aussi. Par la société occidentale, que je peux dire, parce que tout être humain est né pour avoir un hommage quand il meurt, mais quand on meurt très loin de sa mère, on est ignoré. Aujourd'hui, le seul réalisateur qui a pu rendre hommage, c'est le réalisateur Palladino qui a dressé un mémorial, mais ce n'est pas suffisant. La mère a besoin d'un hommage à son enfant. Super, merci beaucoup Nestor. Et puis à très bientôt et bon courage pour la promotion de cet ouvrage qui m'a l'air très intéressant. Je vous en prie, c'est moi. Merci.
Culture encore et toujours, toujours à ce festival de Muret où nous avons la chance, l'honneur je dirais, de rencontrer Gaston Polefa, un honorable écrivain d'origine camerounaise. Et il va nous présenter ici deux de ses ouvrages, hein. Je la voulais lointaine et Nous, enfants de la tradition. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur celui-là. Est-ce que c'est le dernier? Bonjour Gaston déjà, bonjour. Bonjour, bonjour. Ce n'est pas, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier, d'accord. Donc l'avant-dernier qui est un roman publié aux éditions Carrière que vous nous présentez ici. Est-ce qu'on peut avoir deux mots sur, sur ce roman? C'est un roman sociologique qui part d'un constat, c'est que l'Africain, bien souvent, est aliéné par sa tradition, alors que, à l'origine, la tradition est faite pour développer l'être. Et j'ai observé que tous les 5 du mois, les Africains, certains envoient de l'argent en Afrique, qui vont... J'ai envie de dire presque tous. Presque tous envoient de l'argent par le biais de Western Union à ceux qui sont restés sur le continent. Ce qui part d'une excellente idée, puisqu'on pense aux autres, mais bien souvent on s'oublie, on souffre même d'envoyer cet argent parce qu'on se dépouille de tout, on manque de tout, mais on donne tout ce qu'on en a. Donc je me suis posé la question si cet aspect de la tradition n'était pas un frein au développement de l'Africain, puisque les gouvernants sur place profitent de cette manne inespérée qui vient de l'étranger, qui construit des hôpitaux, des routes, des ponts, des écoles, etc., pour ne plus faire le travail qui est le leur à développer le continent. Donc j'interroge, je pose des problèmes et je demande à travers un personnage ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce qu'il y a une réponse à cette interrogation ou alors c'est le lecteur qui se fait sa propre réponse? Dans le roman, le personnage a une réponse. Le personnage est passé par la révolte d'abord, contre la tradition, et ensuite il s'est retrouvé dans cette sérénité. Il a décidé de construire une école et de ne plus rien envoyer à personne en se disant j'ouvre la porte d'une école, j'éclaire ceux qui vont y rentrer et donc ils comprendront que si on veut grandir, chacun doit mettre sa propre graine en terre. Maintenant, pour le lecteur, c'est au lecteur de faire son chemin. L'écrivain, je ne suis pas un écrivain engagé au sens politique du terme, je suis simplement celui qui envoie un faisceau de lumière dans la nuit, des pistes d'éclairage, et chacun poursuit son chemin. Il faut quand même rappeler que vous êtes professeur de philosophie. Que Dieu me pardonne. Pourquoi? Je pense que le fait de l'être, je ne sais pas, la philosophie quand même, bon, j'ai appris la philosophie à l'école, hein, en terminale notamment, et c'est quelque chose qui ouvre l'esprit et qui permet quand même de voir la société sous un angle différent et peut-être de se positionner aussi de manière différente. Donc je pense que c'est très honorable après de donner des pistes au quotidien. Alors, est-ce que nous, enfants de la tradition, même si c'est un roman, a des pistes justement autobiographiques, parce que vous êtes aussi un enfant de la tradition, on peut dire? Bien sûr. Vous savez, tout roman est un « comment je vois le monde ». C'est Flaubert qui disait de Madame Bovary, lorsqu'on l'interrogeait sur ce roman, il disait « Madame Bovary, c'est moi ». Effectivement, dès lors qu'on prend la plume, c'est de soi d'abord que l'on parle. Et oui. Et chacun va s'identifier à ce soi, mais c'est d'abord à partir de soi. Vous savez, s'il pleut sur ma case, je ne peux pas dire qu'il pleut sur le monde entier. Je ne peux parler que de ma case, et bien souvent, les gens reconnaissent aussi cette pluie qui tombe sur leur toit, et ça fait une chaîne humaine. C'est très intéressant parce que d'après ces quelques mots, je me retrouve un petit peu aussi. Je me retrouve un petit peu aussi, et je vais faire une transition qui n'a rien à voir avec Je la voulais lointaine, cet autre roman que vous publiez, et comment on peut faire justement le pont entre ces deux ouvrages? Bien, le pont entre Je la voulais lointaine, le là ici c'est l'Afrique. Le personnage a voulu longtemps se débarrasser de l'Afrique qui était pour lui un continent encombrant parce qu'il y avait trop de traditions. Vous voyez, il y a toujours un lien. Et il est allé en Occident alors que son grand-père venait de lui confier un sac totémique, un sac protecteur de la tribu. Il est allé l'enfouir au pied d'un oranger et il s'est sauvé pour l'Occident. Et toutes les nuits, il avait un rêve étrange et dérangeant. Il ne pouvait pas fermer l'œil et il s'est demandé un jour si ce n'est pas ce sac qu'il avait enterré qui le hantait à ce point. Donc il retourne sur ses terres
Il déterre ce sac et le roman raconte la façon dont il va explorer l'intérieur du sac. Qu'est-ce qu'il va trouver? Je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, c'est une belle métaphore parce que l'Africain pense toujours que l'Eldorado est ailleurs. Et vous savez que le mot ailleurs, étymologiquement, c'est du grec utéros, qui donne utérus. L'utérus, c'est le lieu d'où on vient, dont l'ailleurs est en soi, l'ailleurs est ici. Donc c'est un roman qui apprend simplement à chercher d'abord au fond de soi l'imaginaire qui va faire son bonheur. Et le personnage s'appelle Obama, et Obama peut signifier l'épervier ou l'aigle. C'est le seul oiseau qui est capable d'aller le plus haut dans le ciel et tutoyer le soleil sans se brûler les yeux. Donc c'est un roman qui nous invite à nous élever et à ouvrir l'œil parce que la nuit n'est pas simple. Alors, ça m'intéresse beaucoup de discuter avec vous, Gaston, parce que justement, retrouver ces petits termes de l'étymologie grecque au-delà philosophique, hein, parce qu'il y a beaucoup de concordance, justement, on dirait un tracé entre l'Afrique, la société européenne, et donc on revient toujours aux origines, ne pas quitter ces repères. Donc vous publiez aux Actes Sud, je la voulais lointaine. Alors on peut y penser à l'Afrique, on peut penser à autre chose, on peut penser à tout, et pourtant c'est tout près de nous, et c'est en nous. Je vous invite à découvrir Gaston Paul Effa. On peut vous retrouver, vous avez un site internet, parce que vous avez plusieurs éditions justement. J'ai plusieurs éditeurs, c'est vrai, j'ai eu la grâce d'être chez les plus grands éditeurs de France, puisque mes premiers romans sont chez Grasset, je suis allé chez Gallimard, Anne Carrière, et aujourd'hui je suis chez Actes Sud. Il suffit de taper sur internet Gaston Paul Effa et puis ça vous donne des pistes de voyage peut-être. J'ai envie de vous proposer quand même un site internet pour regrouper tout ceci parce que c'est très très intéressant avec chacun à sa petite patte et on retrouve, je pense qu'on retrouve un peu d'Afrique dans vos œuvres. Bien sûr, si l'Afrique est considérée comme la terre primordiale, et oui, on retrouve un peu de soi dans ces romans. Alors, une petite phrase philosophique pour terminer? Il faut aimer son destin. C'est des stoïciens qui ont cette belle proposition dit amor fati. Aime ton destin, c'est-à-dire que ce soit bien ou mal, à partir du moment où tu essaies de comprendre ce qui t'arrive, tu finis par l'aimer et de l'accepter. Et c'est la clé du bonheur. J'adore. Écoutez, je suis fan de philo, hein, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est quelque chose que j'ai découvert en terminale et j'ai kiffé, je suis restée dedans. Je continue de vous recommander les ouvrages de Gaston Paul Effa. Nous, enfants de la tradition, et Je la voulais lointaine. Ce sont les deux derniers, je pense, les deux derniers, hein, que vous pouvez retrouver aux éditions Actes Sud et aux éditions Anne Carrière. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce grand rendez-vous littéraire, culturel, africain, dans ce festival de Muret. À tout à l'heure. Merci. Merci.